sur la partie sémaphore, ce qu'on a à faire, c'est faire travailler deux tâches ensemble. Donc en suivant ce schéma-là, on a la tâche 1 qui va fournir un sémaphore qui permettra à la tâche 2 de s'exécuter périodiquement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la tâche 1, elle a une période de 3 secondes. Là où la tâche 2 n'a pas de période, mais on verra que la tâche 2, demandant un sémaphore à chaque fois, sera synchronisée au final avec la tâche 1 et aura une période, elle aussi, de 3 secondes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on est censé observer. On a ici le code des 3 tâches qui est donné. Donc ce code-là, moi j'ai déjà paramétré dans toute cette partie-là. Donc tout est prêt. Toc. Et comme tout est prêt, on n'a plus qu'à travailler. On a ici, on va donner le sémaphore. Ici, on va prendre le sémaphore. Ok. Donc vous êtes peut-être allé sur les internets pour retrouver dans la documentation de FreeRTOS API Reference. Vous avez peut-être trouvé tout ce qui est lié à sémaphore. Et quand on regarde tout ce qui est lié à sémaphore, on a différentes versions ici. Nous, on va se concentrer sur le sémaphore binaire. C'est-à-dire que mon point de passage, il est disponible ou il n'est pas disponible. D'accord? J'ai pas de compteur, j'ai pas d'autre choix. Associé à ça, on va utiliser la fonction sémaphore take et sémaphore give. Et donc, voici les 3 fonctions qu'on va utiliser. xSemaphore create binary, xSemaphore take, xSemaphore give. Et ces 3 fonctions-là vont nous servir pour faire un petit peu tout ce qu'on veut faire. Je vais me concentrer sur xSemaphore give parce que c'est la plus simple à utiliser. Cette fonction-là, elle prend un paramètre qui est le handle vers le sémaphore à relâcher, à libérer. D'accord? Si je regarde comment c'est fait ici, on a le sémaphore give qui est là. Il y a un if ici, on en reparlera plus tard. Ok? Moi, je vais me concentrer uniquement sur cette partie-là de la fonction. Et donc, si je vais l'écrire dans mon STM32, pour donner le sémaphore, ça va se passer comme ça. Ok? Ensuite, je vais essayer de prendre le sémaphore dans l'autre tâche, et donc j'utilisais la fonction xSemaphore take. Et là, ce que je peux voir, c'est que je fais un copier-coller. Je ne vais quasiment pas réfléchir. Quasiment pas parce que j'ai envie de vous l'expliquer plus tard, ça. Je vais prendre un sémaphore, donc je précise le sémaphore que je vais prendre. On remarque que le nom, c'est le même que celui qui est là. D'accord? En fait, il faudrait qu'on ait un nom explicite. Une synchronisation. Je ne sais pas si j'ai donné un nom d'ailleurs dans le sujet. Dans le sujet, j'ai juste appelé sémaphore. Bon. Il faudrait avoir un nom explicite, un petit peu comme ce qu'on avait fait quand on a corrigé la partie examen. On pourrait avoir sémaphore, par exemple, bus réception. Ok. Ou sémaphore RS232, des choses comme ça. Et ici, pour le deuxième argument, je mets 10 000 pour l'instant, et je vous en parle plus tard. Ok. Si j'ai le temps aujourd'hui, si j'ai pas le temps, la prochaine fois. Donc j'ai le give, j'ai le take. Si je compile, je vais me faire disputer parce que il connaît pas xSemaphore. Donc xSemaphore, c'est quoi? Si je regarde les deux exemples, dans tous les cas, j'ai un xSemaphore qui est égal à create mutex. Donc c'est-à-dire que je vais créer, nous ce sera pas create mutex, ce sera create binary. Il faut que je crée un sémaphore. Il faut le créer ce sémaphore avant pour pouvoir l'utiliser. Ce sémaphore là, du coup, on va le créer avec la fonction xSemaphore create binary. Ok? Dans mon code comme ça, petite question que je vous pose, où est-ce qu'il faut que je crée ce sémaphore là? Pourquoi dans AppInit? C'est une bonne réponse. Mais pourquoi? Ouais. Il faut le créer avant que les tâches soient créées. Pas forcément, mais oui. En fait, ça reste une bonne idée. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que je dirais. Pour moi, il faut le créer avant de lancer le système d'exploitation. D'accord? C'est-à-dire qu'on va créer toutes les tâches d'abord. Peu importe si on le crée avant de créer les tâches ou si on le crée après avoir créé les tâches. Mais en tout cas, il faut que... Pardon? Il faut le faire avant le vtask start scheduler ou le os kernel start, effectivement. Et donc,
ce que je vais faire, c'est juste tester si je l'ai bien créé. Et si je ne l'ai pas créé, là je mettrai une petite erreur. Toc, toc, toc. Par exemple, sémaphore pas créé. Donc effectivement, il faut que je le crée là. Après, rien ne m'empêche en vrai de le créer dans une tâche. Hein. Rien ne m'empêche. Sauf que du point de vue de mon architecture logicielle ici, il n'y a pas de raison qu'il y ait une tâche qui soit responsable de la création du sémaphore plus qu'une autre tâche. D'accord? Donc pour cette raison-là, on va plutôt tout centraliser dans la partie initialisation de l'application, donc la fonction appinit. Et voilà. Si je compile encore, il va me dire ouais mais xsémaphore ça change pas, il est toujours pas déclaré. Donc là en fait j'ai confondu dans mon explication tout à l'heure la création du sémaphore et la déclaration du sémaphore. Donc je vais retourner voir l'exemple, et si je revois l'exemple ici, ah oui, ici j'ai un sémaphore handle t, xsémaphore. Et donc c'est ça que je vais garder. Ce sémaphore, j'ai déclaré où? La variable sémaphore. Où est-ce que je vais la déclarer? Variable globale. Pourquoi une variable globale? C'est pas nul les variables globales? Alors oui et non. Parce que statique, c'est vraiment pas lié à la portée de la variable, mais à sa durée de vie. Ok. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit vue par toutes les fonctions qui vont l'utiliser. Et donc, on n'a qu'un seul choix. Pas le choix. C'est de passer par une variable globale. Et donc là, on va avoir notre déclaration de sémaphore. Ici. Là, si je compile, c'est tout bon. Non, c'est encore fait disputer. Pourquoi? Première erreur, je ne connais pas le type sémaphore handle. Deuxième erreur, j'ai perdu les erreurs. Deuxième erreur, je ne connais pas la fonction, enfin déclaration implicite de la fonction, déclaration implicite de la fonction, déclaration implicite de la fonction take qui est en dessous. Il ne connaît pas les déclarations. Les déclarations, elles sont censées être où en général? Dans les fichiers .h. Et on tombe dans le petit piège de la doc de FreeRTOS, qui est là, il vous indique qu'il faut utiliser le sémaphore.h, mais il est un petit peu caché, en tout cas pas très explicite. Donc, tout ça est déclaré dans le fichier sémaphore.h, donc je m'empresse d'inclure sémaphore.h ici, et ça devrait être tout bon. Hop là. Pouf, parfait. Ça compile enfin. Maintenant, reste à vérifier si tout fonctionne. Donc on va pouvoir passer en mode exécution ou debug sur la machine. Ah, non, j'ai pas oublié. Ça devrait être bon. On va faire run. Ok. Là, ça start. Et j'ai mes tâches qui sont créées. Et qu'est-ce que je peux observer? Peut-être que vous préférez comme ça. Qu'est-ce que vous observez? Qu'au démarrage, j'ai alternance 2-3, 2-3, 2-3. Ma tâche 3, elle apparaît à peu près toutes les secondes. Vous le voyez ça? Et ma tâche 2, elle apparaît une fois toutes les 3 secondes à peu près. Ok. Donc j'ai bien effectivement réussi à synchroniser ma tâche 1 avec ma tâche 2 pardon, avec ma tâche 1. Parce que ma période, si je regarde le code encore une fois, si je regarde le code de FreeRTOS.c, ma tâche 1, elle est bien périodique 3000 ticks, donc 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Et ma tâche 2, je n'ai rien posé comme délai dessus. Et donc effectivement, j'ai rien posé comme délai dessus. Ce qui veut dire qu'elle est bloquée à cause du sémaphore take. Ok? Ça vous va ça? Je peux vous expliquer deux choses encore. Je fais une tentative où je mets 1500 plutôt que de mettre 10 000 ici. Là, ça c'est ce qu'on appelle le timeout. Ça veut dire quoi ce timeout? Avez-vous une idée? Ouais. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le sémaphore va disparaître tout seul. Alors, c'est pas que le sémaphore va disparaître tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le prend, il s'en va. Ah oui, j'aurais dû le faire avant. Non, bah attendez, je vais modifier un petit truc et je vais revenir sur le timeout après. Tant pis. Toc.
Je vais rester sur 10 000. Ok. Juste pour des soucis de simplicité, je vais descendre un petit peu mes temps de délai. Ok, donc je vais mettre... hop, 40. On va mettre 40. Ouais. Toc, c'est bon. Je mets du délai. C'est juste pour l'outil que je vais utiliser un petit peu plus tard. Voilà, donc on va pas regarder avec le terminal série. Enfin, on pourra le voir, mais ça va être un petit peu violent. Je vais remontrer ça avec mon outil d'analyse habituel. Donc là, clairement, ça défile. Ok, on voit pas grand chose. Je mets pause. On va aller voir sur mon debugger. Et donc, ma tâche 1, elle est périodique de 100 millisecondes. Et ma tâche 3 est périodique de 40 millisecondes. Ok? Vous retenez ça? Au démarrage, j'ai mon Happy Init. Là, je crée mes 3 tâches. D'accord? Mes 3 tâches, elles sont donc à l'état ready. Et un peu plus loin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, ici, mon sémaphore. On le voit là. Alors, tout le temps que vous voyez entre la création des 3 tâches là-haut et le sémaphore qui se crée que à la fin, c'est parce que dans ma fonction Happy Init, j'envoie pas mal de texte pour dire que mes tâches ont été créées. Toutes les tâches ont été créées avec succès. Ok, donc c'est ça le temps que vous voyez apparaître. Bref, ma tâche 1 elle tourne. Je fais un vtask delay 100, et là on est sur le tick numéro 1. C'est-à-dire qu'elle va se réveiller au tick numéro 101, qu'on devrait retrouver. Pof. Qu'on devrait retrouver, il est où le tick 101? Il est là. Ok, tick 101, ma tâche 1 elle se réveille. Donc on a bien la période de 100 ticks pour ma tâche 1. Ok. Ma tâche 2 et ma tâche 3, au départ, elles vont démarrer ensemble. Parce qu'elles sont de même priorité. Et je vais avoir une alternance caractère par caractère, ce qui fait qu'on voit le 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Ok. Juste qu'on zoome un petit peu là-dessus. Ma tâche 1, qu'est-ce qu'elle fait quand elle démarre la première fois? Elle fait un sémaphore give. Elle donne le sémaphore. Comme elle est plus prioritaire, elle s'exécute en premier. Ensuite, elle passe à l'état bloqué. Et on a la tâche 2 ou la tâche 3 qui démarre. Là, en l'occurrence, c'est la tâche 2. Qui fait un sémaphore take. Le sémaphore take est valide, puisque le sémaphore est disponible. Donc ma tâche 2 peut s'exécuter. En même temps, j'ai la tâche 3 qui s'exécute. Donc la tâche 2, la tâche 3, la tâche 2, la tâche 3. Et puis ma tâche 2, une fois qu'elle a fini de tout faire... Alors, j'aime pas ce terme finir. Hein. Ma tâche 2, elle fait le take. Elle fait ça, elle envoie tout. Ok, elle envoie tous les caractères par UART. Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle remet la broche à l'état bas. Et qu'est-ce qu'elle fait encore ensuite? Elle recommence et elle fait un sémaphore take. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi elle est bloquée? Parce que le sémaphore a été donné une fois. Donc si je zoome là, sur la toute dernière occurrence, sur la toute dernière exécution de ma tâche 2, j'ai un sémaphore take qui est en rouge ici. C'est marqué bloqué. Ok. Pourquoi? Parce que le sémaphore n'est pas disponible. Tout à fait. Ma tâche 3, elle peut continuer. Elle s'exécute. Elle fait un vtask delay à la fin de 40. Et ce qui fait que ma tâche 3 va reprendre ici. Et ma tâche 3 tourne toute seule. Boum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma tâche 1 qui s'exécute. Ma tâche 1 s'exécutant, elle fait un sémaphore give. Et donc, ma tâche 2 passe à l'état ready. Vous voyez le sémaphore give, l'état ready, il est quasiment à ce moment-là. Il passe là, à l'état ready, et donc elle pourra s'exécuter à la prochaine action. Ordonnancement. Et donc ma tâche 2 peut s'exécuter à l'ordonnancement suivant. Elle s'exécute jusqu'à faire sa boucle complète. Donc, c'est-à-dire que là, elle est contente, elle est satisfaite. Elle fait toute sa boucle. Hop là, pardon. Elle fait toute sa boucle. Touk, touk, touk. Et elle revient au début du while. Et elle refait encore un take. Et là, elle repasse à l'état bloqué parce que le sémaphore a été pris, a été consommé, le jeton a été consommé. Et donc, elle est en attente. Elle se retrouve bloquée. Elle se retrouve bloquée jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine exécution de la tâche 1. Encore une fois. Où la tâche 1 s'exécute, je fais un sémaphore give, ce qui permet de faire passer à l'état ready la tâche numéro 2.
et elle s'exécutera au prochain ordonnancement. Ok? Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quand je fais un sémaphore take, qu'est-ce qui se passe pour la tâche? Il y a deux cas de figure. Soit le sémaphore était déjà donné, donc c'est-à-dire le jeton est disponible, et ma tâche, elle, peut continuer. Soit le jeton n'était pas disponible, le sémaphore n'était pas libre, et donc ma tâche elle passe à l'état bloqué. Quand est-ce que ma tâche repasse à l'état ready? Dès que le sémaphore a été libéré par n'importe qui d'autre en fait. Mais dès que le sémaphore demandé a été libéré. Ok? Et là on est sur un sémaphore binaire, soit il est disponible, soit il ne l'est pas. On pourrait avoir un sémaphore à compteur avec un nombre de jetons prédéfini. Voilà. Je peux avoir plusieurs clients, je peux avoir plusieurs fournisseurs pour ce même sémaphore par exemple. Ok? Ça vous va pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non? Je me permets, je le tente. Je fais un 60 ticks ici sur la partie timeout. Je vais pas avoir le temps de l'expliquer entièrement, mais ça me permet au moins de poser les billes pour la prochaine fois. Toc. Donc on va réexécuter le code. Mon debugger il est là, toc. Et donc ma tâche 1 elle est de période 100, toujours. Et pour ma tâche 2, j'ai mis un timeout de 60. Alors qu'est-ce qui se passe? Première fois, ma tâche 1 elle s'exécute, elle fait le sémaphore give, ce qui fait que ma tâche 2 peut s'exécuter, prendre le sémaphore et tourner. Ok. Ma tâche 2 elle tourne, jusqu'au moment où elle fait un sémaphore take. Et là forcément, ma tâche 1 ne s'étant pas réexécutée, j'ai pas le sémaphore. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'on était obligé d'attendre 100 ticks pour que la tâche 1 s'exécute. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que au moment où je demande mon sémaphore, on est au tick numéro 19. D'accord? Et bien 60 ticks plus loin, donc a priori au 79, ici, tick 79, ma tâche 2 elle devient ready quand même. Et là, vous voyez que c'est pas vert, c'est orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qu'on va voir avec le timeout, et ce qu'on verra plutôt la semaine prochaine du coup, en tout cas la prochaine fois, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, c'est que je vais avoir deux possibilités pour débloquer ma tâche qui est bloquée à cause d'un sémaphore take. Première possibilité, c'est je suis réveillé, je sors de mon état bloqué parce que j'ai eu gain de cause, parce que j'ai eu mon sémaphore. Et dans ce cas-là, je suis content, je peux continuer. L'autre possibilité, c'est que je suis réveillé parce que les 60 ticks se sont écoulés, le sémaphore n'est pas arrivé, mais je vais quand même me réexécuter. Okay. Ce qui permet, par exemple, quand vous avez un capteur défaillant, et bah quand même de se dire, tiens, j'attends pas la réponse, je constate que je n'ai pas la réponse, et j'agis autrement en conséquence de cause, en connaissance de cause. Okay. Donc voilà, ça on en reparlera un petit peu plus tard, la prochaine fois. Ouais, question. Des questions? Ok, je m'arrête là.